Hello, bienvenue sur Report Art et pour le dernier épisode du périple à Londres, je vous conseille, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, de les voir dans un ordre chronologique parce qu'il y a des choses sur lesquelles je vais pas revenir. Et je pense que cette journée-là, c'était une de mes journées préférées parce que on va visiter des choses en lien avec la période victorienne, qui est une de mes périodes historiques préférées. Donc, on va démarrer ce dernier jour. Ensuite, on va passer au dernier jour, le jour 4, où cette fois, on a commencé la journée par une visite que je voulais absolument faire, qui est une visite de 2 maisons victoriennes qui sont pas forcément très très connues du grand public. Et étant donné que j'adore la période victorienne et où je suis une 19e à l'origine, forcément, j'avais très 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 envie de visiter ces maisons qui m'ont été recommandées par une collègue, by the way. Donc je vous laisse avec moi qui vous parle dans le jardin d'une de ces maisons et on reviendra un petit peu pour que je vous fasse visiter les différentes pièces. Aujourd'hui, on se trouve dans un jardin d'une maison très particulière qui s'appelle la Leighton House et qui est l'ancienne maison d'un artiste de la fin du 19e siècle. Donc on est toujours dans la période victorienne et il s'appelle Frederick Leighton, d'où le nom de la maison, mais surtout ce qui est relativement important, c'est qu'il va être directeur de la Royal Academy. Et en plus de ça, là quand vous voyez la maison, vous vous dites il n'y a rien d'intéressant dedans, peut-être elle n'est pas si ouf que ça, et bien en fait ça cache un impressionnant décor d'inspiration des arts islamiques parce que Leighton a beaucoup collectionné d'œuvres, dont certaines provenant du Caire et de Damas. Et comme ça va être le directeur de la Royal Academy, c'est une personnalité qui va recevoir beaucoup de monde chez lui, que ce soit des élèves, des potentiels clients pour des tableaux, du mondain, d'autres artistes, etc. Donc sa maison, elle est quand même assez impressionnante en taille pour l'époque. Cette maison, c'est aussi le symbole du coup de la réussite de l'artiste, de par les décors super extravagants, etc. Nous allons un petit peu voir ce qui se passe à l'intérieur de la Leighton House. Comment ça peut être chez cet artiste quand même très important à son époque. La première pièce dans laquelle un visiteur arrive est plutôt simple par rapport à ce qui va suivre. À l'origine, c'est une salle qui sert pour le matin, notamment pour prendre le petit déjeuner, mais elle a été réaménagée pendant les extensions qui arrivent dans les années 1870. Et on va y retrouver un grand tableau du Tintoret, et c'est ici que Leighton fait attendre ses visiteurs. Ensuite, on va arriver à la cage d'escalier qui là va donner le ton pour une partie de cet étage. C'est une cage d'escalier réalisée par l'architecte Aitchison, je ne sais pas comment on le prononce, mais aussi de Leighton. C'est une zone importante de la maison. Les visiteurs qui sont accueillis par Leighton, ou par son majordome d'ailleurs, sont ensuite conduits dans cette zone afin de monter par cet escalier en direction de l'atelier pour réaliser leurs commandes ou leurs portraits. Cela permet d'impressionner le client et de montrer l'étendue de la collection du peintre. L'inspiration vient d'une cour d'un palais vénitien du XVe siècle et il veut aussi montrer la diversité de sa culture avec sa collection de mosaïques turques, son coffre syrien, la copie de la création d'Adam de Michel-Ange et à l'origine, il y avait aussi une paire de paravents chinois, du mobilier italien datant du XVIe siècle et des bronzes de Rodin. Donc ça fait quand même un melting pot d'art, de culture quand même assez important. Ensuite, si vous allez à gauche, on arrive dans le salon de Narcisse qui a plus une fonction de couloir, mais qui est quand même décoré. On va y retrouver au centre une sculpture de Narcisse qui aujourd'hui a été réidentifiée comme une sculpture de Dionysos, mais à l'époque, les gens du 19e le voient comme un Narcisse. L'histoire de Narcisse, elle raconte qu'un jeune homme tombe amoureux de son propre reflet en le voyant dans l'eau, et il va finir par mourir et se transformer en fleur narcisse, et c'est aussi lui qui va donner le terme narcissique. Et cette pièce va avoir de la mosaïque bleue pour rappeler l'eau de l'histoire, et c'est aussi amplifié par le bruit d'une fontaine qui se trouve un peu plus loin dans le couloir. Puisque
Pour voir cette fontaine, il faut aller dans ce fameux salon arabe. Donc, c'est la pièce centrale du projet d'extension de la maison. La construction du salon, elle a coûté plus cher que la construction de la maison en elle-même, c'est pour vous dire. Il n'y a aucun autre intérieur à l'époque qui est comparable à cet élément ajouté. Le salon, il est inspiré par les voyages en Afrique du Nord et au Moyen-Orient de Leighton. Et il y a aussi une inspiration du palais du XIIe siècle de la Ziza à Palerme en Sicile. Les mosaïques dorées sont réalisées sur commande par Walter Crane, qui est un artiste décorateur assez important à l'époque. Si on continue toujours au même étage, on a la bibliothèque qui a été ajoutée en même temps que le salon arabe et qui coïncide avec l'élection de Leighton comme directeur de la Royal Academy en 1878. Ici, il va gérer son administratif, ses correspondances, tout en étant entouré de dessins et de gravures de sa collection. Et pour rendre l'endroit un petit peu plus cosy, il ajoute une cheminée sous les fenêtres, ce qui est assez inhabituel. On continue toujours en face de la bibliothèque, vous avez la pièce à dessin qui fait partie de la maison d'origine avant les extensions. Dans les maisons victoriennes, c'est souvent une pièce de réception, mais dans une maison d'artistes, ça sert souvent d'atelier. Sauf que chez Leighton, elle va servir de pièce pour que les dames, après un bon repas, où il a reçu par exemple des gens chez lui, puissent pratiquer le dessin. Mais sinon, c'est une pièce peu utilisée au quotidien. Comme je viens vous parler de réception et de bons repas, évidemment, la pièce qui est juste à côté, c'est la salle à manger, avec de super beaux murs rouges. Leighton, il organisait souvent des dîners avec des intellectuels, des artistes et des célébrités de son temps. Et il est dit aussi que son fauteuil était légèrement surélevé par rapport aux autres pour que vraiment il puisse dominer la table. Comme ça, si on n'était pas sûr de qui était le maître de maison, là, on est certain. Cette pièce, elle sert aussi à montrer sa collection de céramique. Les murs, ils ont été peints en rouge pour faire ressortir le blanc et le bleu de sa collection de céramique. Maintenant, on va pouvoir emprunter ce magnifique escalier pour aller au premier étage et déboucher sur l'antichambre et le salon de soie. À l'origine, cette pièce, elle n'existe pas et elle fait partie des extensions des années 1870 et on se retrouve juste au-dessus du salon de Narcisse. Leighton, il va décrire cette pièce comme un petit peu son cocon qu'il utilise comme un deuxième atelier plus intime et confortable. On y retrouve un panneau percé qu'on appelle un mashrabia, je suis désolée pour la prononciation, qui est donc un terme arabe et il a acheté ce panneau au Caire. À travers ce panneau, nous avons une superbe vue sur le salon arabe et on est toujours accompagné par le bruit de la fontaine. Quelque temps avant sa mort, il va ajouter le salon de soie qui servait de galerie de tableaux de ses amis peintres. Ensuite, lorsqu'on a monté l'escalier, si on va directement à gauche, on va arriver dans les appartements privés de Leighton, notamment sa chambre. Cette fois, c'est un décor beaucoup plus sobre et il va y mourir en 1896. Les portes qui sont juste à côté sont les chambres de ses deux servantes, mais elles ne sont pas visitables, tout comme la chambre de son majordome qui se trouvait au sous-sol. Et en fait, Leighton, ce qu'il voulait faire quand même, c'était fortement séparer sa vie privée de son image publique. Donc tout ce qui va être des pièces où il va partager, où des visiteurs vont venir, il va vouloir en mettre plein la vue, montrer ses collections, montrer un peu son autorité, on va dire. Mais dans les pièces privées, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus intime, beaucoup plus modeste. On vient de monter l'escalier, mais si cette fois, au lieu d'aller à gauche, nous partons à droite, nous faisons le chemin d'un client qui est amené à l'atelier. Il va être divisé en deux parties. Tout d'abord, ici, c'est une pièce pour exposer les œuvres de Leighton, un petit peu comme pour présenter son book à ses clients, et c'est aussi son lieu de travail. Il y a pas mal d'œuvres et d'objets qui peuvent inspirer Leighton lorsqu'il peint, et au fond de la pièce, on a une séparation qui permettait au modèle de se changer et de se réchauffer près d'une cheminée entre les poses. Et tous les printemps, des musiciens et des chanteurs venaient performer sur la scène de cet atelier pour divertir Leighton et ses amis. C'est quand même assez aussi inhabituel de retrouver une scène comme ça en plein milieu de l'atelier. Et la seconde partie du coup de cet atelier, c'est l'atelier d'hiver. Si l'on passe le couloir servant au modèle, nous arrivons dans cet atelier et il faut savoir que l'exposition de la Royal Academy se déroule au printemps, ce qui veut dire que la plupart des artistes
peignent pendant l'hiver, sauf que les jours sont courts, on sait très bien qu'il y a très peu de lumière naturelle, donc Layton fait construire cet atelier pour pouvoir profiter au maximum de la lumière hivernale, pour pouvoir peindre correctement, se rendre compte correctement des couleurs qu'il pose sur sa toile, etc. C'est aussi un lieu de stockage pour son matériel et ses peintures, et c'est ici que se finit la visite de la maison historique. Ensuite, sur la suite de cette maison, vous avez 2 espaces d'exposition et une salle avec un petit film pour vous expliquer l'histoire du lieu. La partie maison, là, toutes les salles qu'on vient de visiter sont payantes, mais la partie exposition, c'est gratuit avec le jardin et le café. Et là, l'autre maison qu'on va aller voir, et vous pouvez prendre un billet combiné avec cette maison et la prochaine, ça sera un peu plus rentable. Elle représente cette fois un peu plus que pouvait avoir la classe moyenne comme maison. La classe moyenne de l'époque victorienne, bien évidemment, ne correspond pas du tout à notre classe moyenne actuelle. Ils avaient quand même quelques domestiques à leur service, et ça reste quand même des grandes maisons, et surtout que celle-ci va être quand même assez richement décorée. Donc elle s'appelle la Somborne House, qui est donc la maison de l'artiste du même nom, qui était un caricaturiste et dessinateur qui travaillait principalement pour le Punch, qui est un magazine satirique qui était très très connu à l'époque et qui reste une référence dans les journaux 19e, pour ceux qui s'intéressent à cette période et à ce médium. Et donc dans sa maison, pareil, on va avoir des objets qu'il va collectionner, etc. Il y vit avec sa famille, mais on voit que ça reste quand même un peu plus une maison classique, entre gros guillemets. Et on va retrouver du papier peint William Morris pour mon plus grand des bonheurs. Donc, comme je vous le disais, là on va rentrer dans une maison que moi j'ai préférée parce que on était un peu plus dans le commun de la classe moyenne victorienne, même si on est dans une maison d'artistes, on n'est pas sur des envergures à la Layton. Donc moi j'ai beaucoup aimé. Franchement, il y en a beaucoup, ils vont me dire c'est un style ultra vieillot et tout. Moi j'adore ce style-là. En plus, papier peint William Morris, il y en avait plusieurs, j'étais si heureuse. Mais du coup, on va parler un petit peu de tout ça. Donc c'est une maison familiale où il s'installe avec sa femme en 1874, et pareil, les pièces vont évoluer au fur et à mesure des années et des siècles. C'est une maison qui a quand même été très préservée par ses descendants, et qui fait qu'aujourd'hui c'est l'un des rares exemples d'intérieur authentique victorien. Donc je vous conseille, si vous aimez beaucoup la période victorienne. C'est des visites qui sont, c'est visiter une maison, donc vous vous doutez, c'est pas la même échelle qu'un musée, donc c'est des visites qui sont quand même assez courtes. Pour la Somborne House, tout d'abord, en tant que visiteurs, nous arrivons dans les anciens lieux de la cuisine et de la chambre de la cuisinière qui n'existent plus aujourd'hui, et quand on monte les premiers escaliers, qui sont des escaliers destinés aux servants, on arrive dans le hall d'entrée. Dans le hall d'entrée, les visiteurs auraient immédiatement été frappés par les tableaux densément accrochés au mur, le miroir de la cheminée, les vitraux du palier, etc. Et c'est une première pièce qui va donner le ton pour le reste de la maison. À droite, nous avons le salon du matin. Comme expliqué avec Layton, dans une maison d'artistes, ce genre de pièce, normalement, qui est utilisé pour des réceptions, va être utilisé comme un atelier, et c'est le cas pour Linley. Il va faire élargir la pièce et faire ajouter la fenêtre au fond pour faire entrer plus de lumière dans cet espace. Plus tard, lorsqu'il va déplacer son studio à l'étage supérieur, cette pièce sert à sa femme Marion à manager les domestiques, divertir des invités, gérer ses correspondances, et la décoration du coup va refléter surtout le goût de Marion. C'est une pièce qui est plus claire que les autres de la maison, et majoritairement c'est du mobilier du XVIIIe siècle. Il y avait aussi pas mal de peintures à l'huile, alors que le reste de la maison était décoré de dessins, de gravures, de photographies. Dès leur arrivée dans cette maison, ils habillent les murs de papier peint William Morris & Co. William Morris, c'est une figure majeure en Angleterre pour le mouvement des Art and Craft et tout ce qui va être décoration, mobilier d'intérieur, papier peint, intégrer de l'art dans les maisons, dans les intérieurs, etc. Et accessoirement, j'adore William Morris, mais bon, peu importe, puisque peu à peu, Linley va faire changer les papiers peints William Morris. Sauf qu'ici, sûrement à la demande de Marion,
Le papier peint ne va pas changer, même si aujourd'hui c'est pas le papier peint original, c'est une réelle reproduction du motif qu'il y avait à l'époque. Ensuite, si nous continuons, nous arrivons à la salle à manger. La famille Sanborn, c'est une famille qui est très sociable et qui reçoit souvent chez elle. Du coup, forcément, la salle à manger, c'est une pièce importante pour eux. Tout comme le reste de la maison, nous sommes dans ce qu'on appelle l'aesthetic style, qui est un mouvement qui naît à la fin du 19e siècle en Angleterre. Le but, c'est de faire de l'art pour l'art dans un contexte victorien où il y a souvent une approche utilitaire de l'art. Ils vont refuser que l'art ait l'obligation de servir une cause politique, morale ou religieuse, et eux, ce qu'ils vont célébrer, c'est l'harmonie, la beauté, le raffinement et l'émotion que peut provoquer le beau, la beauté, etc. Donc, pour cet étage, c'est fini, on va pouvoir aller à la cage d'escalier et aussi sur son palier. Tout au long de l'escalier, vous aurez des dessins de Linley et des photographies de la famille. Le tapis des escaliers n'est pas contemporain à la famille Sanborn puisqu'il est ajouté dans les années 60 par leur petite fille qui en fait commande à Henry Dale, je suppose, qui a eu une formation chez William Morris. Le palier, il est assez inhabituel puisque Linley va ajouter une extension sous le vitrail pour pouvoir placer une sorte de jardinière d'intérieur où trône au centre un aquarium. À l'époque, il y avait de vrais poissons rouges et des plantes exotiques. Nous allons arriver au premier étage, tout d'abord avec la salle de dessin. Cette pièce, dans les maisons victoriennes, on en a déjà parlé, c'est vraiment le cœur de la maison, va occuper tout le premier étage. Lorsque l'atelier du rez-de-chaussée est déplacé, c'est ici que Linley s'installe, dans la moitié du salon, ce qui convenait plus à Linley puisqu'il aimait travailler en étant accompagné de sa famille, qui était donc dans cet équivalent de salon pour nous pendant qu'il dessinait. Il avait fait aussi installer des rideaux pour pouvoir séparer l'atelier du salon en cas de besoin. La fonction principale de cette pièce, c'est le divertissement. Le piano appartenait à Marion qui aimait jouer et chanter. Et la famille prenait aussi plaisir à danser dans cette pièce. Et c'est déjà tout du coup pour le premier étage. Et on va directement aller au second, où on va arriver dans la chambre de Roy. Malheureusement, quand j'y suis allée, c'était en travaux, donc j'ai pas pu la voir, mais je peux quand même vous en parler. Donc Roy, c'est le fils de la famille. À l'origine, cette pièce était une chambre séparée pour la mère de Linley, qui venait souvent les visiter. Mais après sa mort, ça va devenir du coup la chambre de leur fils Roy, qui continuera à vivre dans cette maison jusqu'à sa mort en 1946. Et il faut savoir qu'il va conserver l'intérieur victorien de ses parents, bien que ce style ne soit pas du tout au goût des années qu'il va traverser. Juste à côté, nous avons la chambre principale, qui est la chambre de Marion et de Linley. À l'origine, elle avait du papier peint William Morris, mais Linley fait remplacer par un papier peint japonais. Mais avec les rénovations de leur petite fille, la pièce va retrouver son papier peint William Morris. Et en soi, il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur cette pièce. Et on va pouvoir se diriger au tout dernier étage, qui est le 3e, et tout d'abord dans la salle de bain. Dans la salle de bain, il y a une baignoire qui est un petit peu commune, en marbre. Elle servait pas seulement au bain de la famille, mais elle servait aussi à Linley pour développer ses photographies. Il va ajouter une extension en bois pour pouvoir mélanger les différents produits chimiques pour développer ses photos, puis y rincer le tout dans la baignoire. Il se servait beaucoup de la photographie, notamment pour immortaliser des poses dont il se servait après pour réaliser ses dessins, puisque, en fait, comme il n'a pas fait d'école d'art, il avait quelques soucis pour respecter les proportions du corps, et il va donc réaliser des photos pour s'aider lorsqu'il dessine. Il en a d'ailleurs fait de très très amusantes où lui, Marion ou ses domestiques posent déguisés ou non. Et pour certaines, on est quand même sur des ancêtres du selfie. En parlant des domestiques, à cet étage, on va retrouver l'une des chambres des servantes. Au total, la famille avait 4 servantes. Une cuisinière, une nounou, une femme de chambre et l'équivalent d'une femme de ménage. Le papier peint de cette chambre n'est pas là à l'origine, c'est encore une fois leur petite fille qui l'ajoute pour en faire une chambre d'amis, mais pour la domestique, c'était des murs simples et unis. Et juste à côté de cette pièce, et ce sera la dernière pièce pour cette maison, c'est l'atelier. C'est à l'origine la pouponnière des enfants Sanborn, mais lorsqu'ils ont grandi, c'est devenu la chambre de leur fille Maud.
tandis que Roy, du coup, va atterrir au second étage, comme on l'a vu. Après le mariage de leur fille qui quitte donc le foyer, la pièce va être changée en atelier pour Linley. C'est ici donc qu'il va déplacer l'atelier qui se trouve dans la salle de dessin au premier étage pour l'installer ici, au troisième étage. Leur petite fille en avait fait une chambre avec un lit simple, mais le musée a restauré cette pièce en se basant sur des photographies de Linley et ils ont pu redécouvrir le papier peint original qui était caché et qui était bien collé sur ces murs. Donc voilà pour ces deux jolies maisons. Et ensuite, on est allé faire quand même quelques parcs. Et je me disais c'était intéressant un peu de vous raconter l'histoire de parcs quand même très connus, mais on ne s'intéresse pas forcément à l'histoire de comment et pourquoi ces parcs sont apparus. Et juste avant de vous parler de ce parc, j'en profite, vous pouvez prendre un dépliant dans ces maisons qui vous explique un peu plus le quartier, parce que ça va vraiment devenir un quartier d'artistes où des maisons d'artistes vont fleurir, et un petit peu dans la même idée que j'avais déjà abordée dans le vlog culturel en Normandie pour Cabourg, où on a les bourgeois qui vont un peu se faire compétition pour savoir qui a la plus belle maison, qui a la maison la plus impressionnante, etc. Bah, ça va être un petit peu la même chose dans ce quartier pour les artistes. Donc vous avez des maisons quand même assez jolies à voir depuis l'extérieur, parce que pour beaucoup, elles sont devenues privées, donc vous ne pourrez pas rentrer dedans malheureusement. Et bah, c'est un petit peu la même chose dans ce quartier. Je vais pas forcément le détailler plus que ça, surtout qu'il y en avait pas mal qui étaient en travaux et en restauration, donc je les ai pas filmés parce qu'on voyait rien derrière les échafaudages. Mais si ça vous intéresse pendant votre visite, n'hésitez pas à faire ce petit tour pour ensuite atterrir au Holland Park. Donc non loin de ces deux maisons qui sont vraiment à quelques rues l'une de l'autre, on est allé au Holland Park qui tire son nom d'Henry Rich, qui est le premier comte de Hollande, qui a été à un moment propriétaire du lieu. Mais avant ça, on avait un manoir qui s'appelait le Cope Castle, qui est un manoir jacobéen construit vers 1605 pour Sir Walter Cope, d'où le nom, qui était un diplomate anglais. Mais avec le Blitz pendant la Seconde Guerre mondiale, une grande partie de la maison est détruite, mais il va rester encore quelques ailes partielles visibles. Et après la guerre, le site est transformé en parc public. Le seul problème, c'est qu'ils avaient installé une espèce de scène estivale qui cachait absolument tout le lieu. Je n'ai pas vu les restes du manoir. J'étais extrêmement déçue, mais je vais quand même vous parler un peu de son architecture, comme ça vous fait une nouvelle architecture à connaître. C'est un des premiers exemples d'architecture jacobéenne dans la ville. Ce style c'est un peu vu comme une transition entre la Renaissance et l'architecture élisabéthaine. On va retrouver des façades symétriques et massives avec des cheminées décoratives et de la brique rouge et de la pierre de taille blanche pour tous les encadrements. On a des fenêtres à meneaux qui sont quand même assez grandes et qui vont apporter de la lumière naturelle à l'intérieur. Et à l'époque, l'intérieur était richement décoré avec des plafonds à caissons, des boisements sculptés, des tapisseries, beaucoup d'art, etc., etc. Et le manoir devient la Holland House quand la fille de Cope va épouser Henry Rich, le fameux premier comte de Hollande. Au XVIIIe siècle et XIXe siècle, c'est quand même un lieu où il y a beaucoup de salons politiques et littéraires majeurs, et notamment vous allez pouvoir retrouver des personnalités comme Lord Byron ou Charles Dickens par exemple. Donc quand même un lieu important, qu'ils ont caché avec une scène estivale toute moche. J'ai été très très déçue, mais c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Et enfin, l'histoire du parc le plus connu de Londres, Hyde Park. Son origine remonte aux Tudors, où le roi Henri VIII cherche à augmenter ses domaines de chasse, donc il va acquérir ce terrain qui appartenait aux moines de l'abbaye de Westminster. Pour le moment, c'est un parc à usage privé. Puis au XVIIe siècle, avec le roi Jacques Ier, il va être ouvert à un cercle très fermé de courtisans et de mondains fortunés. Et c'est seulement à partir de 1637 que Charles Ier décide d'ouvrir le parc au public, et le parc commence alors à être utilisé pour des promenades, des rassemblements, et on va y avoir l'aménagement d'espaces pour des courses de chevaux, pour circuler en calèche, on va aménager des pavillons de repos, etc., etc. Cependant, la nuit, le parc reste très dangereux parce que très peu, voire pas éclairé. Donc, on n'a pas envie de s'y aventurer à l'époque, sauf si on veut mal finir.
Et donc c'est pour ça qu'on va y faire installer 300 lampes à l'huile le long de la Rotten Row, qui est une sorte de ligne droite sous la serpentine actuelle. On a beaucoup d'éléments d'aujourd'hui qui datent du XVIIIe siècle, où l'on va avoir une séparation des espaces avec la formation Kensington Garden et le reste d'Hyde Park. C'est à ce moment-là qu'on a la création de la serpentine, qui est l'un des premiers lacs à être créé artificiellement en essayant de copier les lacs naturels. Et ça va être tellement bien fait et tellement bien perçu que ça va lancer une mode carrément. Le parc est vraiment un lieu important à l'époque, et tout le reste du 19e siècle, où on a les célébrations nationales qui vont y prendre place. C'est aussi à cette époque que le Speaker's Corner est officiellement établi. C'est en fait un coin, c'est littéralement le coin des orateurs, et c'est un endroit où toute personne pouvait prendre la parole pour parler de tout sujet tant qu'il respectait la loi. Et c'est une tribune qui va notamment être utilisée par les suffragettes pour faire passer leur message. Donc voilà pour cette dernière journée à Londres. J'espère que ça vous a donné peut-être de futures idées si vous comptez aller là-bas, ou que du moins avec cette vidéo j'ai pu vous transmettre un petit peu de vacances si vous partez pas cette année. J'espère que vous avez pu surtout apprendre plus de choses, et nous on se retrouvera la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!